Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, j'allais dire ce soir, bah oui, parce qu'il est déjà presque 19 h quand on enregistre cette émission. Je suis avec Volkern pour, salut tout le monde, pour le Faction Focus numéro 2 avec l'Astra Militarum, avec les démons, exact, et pour finir... les sœurs de bataille. Voilà, merci Volkern. Toujours là pour me sauver quand je me souviens plus de ce que je dois dire. Donc on se retrouve, on se lance tout de suite dans ce Faction Focus numéro 2 puisque vous avez bien aimé le premier. Là, chacun est chez soi. Volkern est dans le sud de la France, hein, on va le dire. Hein. Bah oui, hein. Sur la base. Enfin, pas loin. Pas loin, ouais. Et ben on est parti avec... hop là, l'Astra Militarum, donc faction iconique de Warhammer 40 000. Qu'est-ce que tu peux nous en dire s'il te plaît? N'est-ce pas? C'est ça, donc le marteau de l'empereur, on les connaît bien, hein, l'Astra Militarum. Donc un faction focus qui va nous présenter finalement une armée, comment dire, à l'ancienne, c'est-à-dire que on va retrouver l'ADN de l'Astra Militarum avec vraiment les personnages, les officiers qui vont être hyper importants. Et on va commencer par leurs règles d'armée, donc la voie du commandement. Yes. Donc qui va concerner donc votre phase de commandement avec chaque officier de votre armée qui va donc pouvoir donner des ordres aux unités qui sont à 6 pas de ces officiers évidemment, avec chaque carte d'officier, chaque datasheet d'officier qui aura donc son nombre d'ordres qu'il pourra donner. Mm-hmm. Et cet ordre sera effectif jusqu'à votre prochaine phase de commandement, ou jusqu'à ce qu'elle perde cet ordre, ou jusqu'à ce que vous lui en donnez un autre. D'accord, oui, parce qu'elle peut perdre l'ordre si elle est battle choquée. C'est ça. On verra, mais on l'a déjà vu avant, hein, d'ailleurs, dans le précédent Faction Focus, mais la notion de Battle Shock va être vraiment prédominante. C'est le test de commandement raté de cette V10 et on perdra pas de troupes, mais, enfin, quoique, on le verra plus, on le verra plus tard avec les démons, mais disons que ce sera plus une conséquence indirecte de certaines règles d'armée, plus qu'une conséquence directe des règles, quoi. Merci Volkern. Il est en forme ce soir, Volkern. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les ordres, s'il te plaît? Alors, ils sont au nombre de 6, et on va les faire dans l'ordre. Hein. Donc, on a d'abord aller, le fameux. Donc, celui qui nous permettait avant d'avoir un double move en V8. En V9, je ne sais pas ce qu'il faisait, vu que je n'ai pas du tout affronté l'armée. En V9, tu avais plus de en mouvement, et tu pouvais faire une advance. Mais c'était pas ouf, hein, en V9. Hein, il était bien parce que tu pouvais faire 2 mouvements, mais tu pouvais pas. C'était pas aussi bien qu'en V8 en fait. C'était pas aussi flexible. Ouais. Bah là, du coup, ça va être encore moins. C'est pas moins flexible, mais surtout moins fort. Ce sera 3 pas de mouvement. Ouais. En plus pour les figurines de l'unité. Bon. Alors 3 points de mouvement plus l'advance, mais. Franchement, c'est moins bien qu'une advance auto à 6. Oui. C'est moins stable. Enfin, c'est pas terrible. Hein. Ouais. Après, ça évite aussi les coups trop forts de pouvoir traverser la table au dernier tour pour voler un point alors qu'on a passé la partie au fond. Hein. On connaît. Hein. On connaît. Hein. Tu dis ça parce que t'es aigri, c'est tout. Bon, alors, fixez vos baïonnettes. Oui, alors là c'est clairement pour le corps à corps, ça va vous pouvoir donner un +1 à la touche à vos gardes impériaux par exemple. C'est pas mal, c'est pas mal. Baïonnette au canon donc. Ensuite take aim, c'est donc viser. Ouais, c'est ça, +1 pour toucher au tir, voilà. Voilà, très simplement. Ensuite premier rang feu, deuxième rang feu, donc celui-là vraiment iconique et pour moi ça va être l'un des plus forts. Hein. Qui va pouvoir rajouter +1 à la caractéristique tir rapide des armes à tir rapide pour le coup, donc par exemple les fusils laser. Donc là, justement, on revient à ce que c'était avant, c'est-à-dire en V8, et ça c'est bien, parce que franchement, avoir lourd 3, ça servait strictement à que dalle. Là, on a donc tir rapide boosté de 1, et c'est d'autant plus intéressant que
pour le coup, ça marche aussi sur les fusils à plasma, alors qu'avant ça ne marchait pas sur eux. Ensuite, nous avons l'ordre à couvert. Donc là, ce sera un +1 à la sauvegarde avec KP à 3+. Alors là, il est génial. Faut voir comment il va comboter. On sait qu'il y a un stratagème que moi, personnellement, j'ai appelé de mes voeux, qui est le stratagème de se jeter à terre, qui est de retour, et qui permet d'avoir une sauvegarde, et peut-être même une sauvegarde invue. Visiblement, une sauvegarde invue à 6. En tout cas, +1 à la sauvegarde, c'est certain. Donc là, on est sur une figurine qui est à 5+ de sauvegarde, qui passera à 4 grâce à Tech Cover, et qui passera à 3 grâce en se jetant à terre. Et ça, c'est super bien. Et enfin, le dernier, qui va être aussi, à mon avis, très structurant pour cette V10. En tout cas, c'est vachement tourné autour de ça. +1 au commandement et +1 à l'objectif contrôle. Ouais, ça, c'est pas mal du tout. Alors, on rappelle que ceux qui pourront donner des ordres sont les escouades de commandement, les castellans. Voilà. Il semblerait que ces ordres soient aussi des ordres de char. En tout cas, c'est pas dit que ce soit différencié. On verra. On verra. Ce serait très étonnant, mais puisque historiquement, il y a toujours eu les ordres de char et les ordres classiques. Et on rappelle aussi que ces derniers temps, dans la V9, il y avait les ordres pour les commissaires. Donc voilà. En tout cas, on a cela sous le coude et on va tout de suite pouvoir passer aux troupes de choc cadiennes. Là, les figurines, on va dire structurantes de l'armée. Ouais. Les figurines de base. Alors, les troupes... C'est ça, les Cadiens, donc 6 de mouvement, 3 d'endurance, sauvegarde à 5+, 1 point de vie, commandement à 7+. Donc on rappelle, ça a changé pour le commandement, maintenant il faudra faire plus ou égal à la caractéristique. Et objectif contrôle à 2. D'accord. Donc sur les caractéristiques physiques de la figurine, ça n'a pas changé. Ensuite, les capacités, donc on a troupe de choc. À la fin de votre phase de commandement, si cette unité est à portée d'un pion objectif que vous contrôlez, ce pion objectif reste sous votre contrôle, même si vous n'avez plus de figurines à porter, et jusqu'à ce que votre adversaire le reprenne au début ou à la fin d'un tour. Alors ça c'est super bien, on verra que durant ces Faction Focus, on retrouvera ça très souvent. Les pions objectifs et la prise de table va avoir une importance fondamentale dans le déroulé du jeu, puisque certains vous permettront d'avoir des bonus, on va pas spoiler, mais effectivement, notamment chez les Sista, mais aussi chez les Eldar et autres, ça permettra d'augmenter en fait soit vos points de foi, soit vos fils du destin, et ainsi de suite. Donc vraiment là c'est super bien, parce que ça permet aussi, on met le flag, et puis après on passe à un autre objectif, et il reste à nous. On notera aussi que avant on le perdait à la fin d'une phase, et là s'il y avait des ennemis, et là on le perd à la fin d'un tour. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Début ou fin d'un tour. Ouais, c'est un gros changement là. Ouais, gros changement, parce que du coup, si on a le point, on l'a jusqu'à la fin du tour, quoi qu'il arrive. Jusqu'à avant la fin du tour. Yes. Et ça peut être structurant pour certaines règles. Oui, et puis ça donne aussi la possibilité d'essayer de le reprendre. Parfois, on se faisait avoir sur une charge, par exemple, puisque, en fait, à la fin de la phase de charge, s'il y avait plus de figurines super OP ou plus de figurines sur un point, on le perdait, en fait. On le perdait avant même la phase de combat. Exact, puisque c'était la fin de la phase. Et là, c'est ça. Et là, c'est plus la même. Donc on continue avec une autre capacité intéressante, donc Voxcaster, donc émetteur Vox. Donc là c'est un équipement que vous pourrez mettre sur vos figurines comme avant, mais on va le voir juste après. Chaque fois que vous ciblez l'unité du porteur de l'équipement avec un stratagème, vous jetez un D6 et vous ajoutez 1 au résultat si vous avez une figurine officier ami à 6 pas ou moins. Et donc sur un 5+, vous gagnez un point de commandement. Alors on sait maintenant qu'on ne pourra en regagner, sauf règle spéciale, qu'un seul
par round. Par round, ouais. Donc ça, Ouais. c'est assez capé. C'est relativement fort. Évidemment, si on ne peut en gagner qu'un par round, mais bon, c'est un peu moins fort, mais bon, c'est quand même pas mal. Bah, ça reste quand même sur du 5, voire du 4+, donc une chance sur 2, donc c'est pas mal. Oui, oui, non, c'est bien, c'est bien. Mm. D'autant plus que si tu le rates, t'as quand même la possibilité de le réussir plus tard, parce qu'il y aura quand même pas mal de trucs. Après, bon, l'émetteur Vox, moi j'aimais bien l'idée que ça serve à communiquer, mais bon, c'est plus le cas. Ouais. C'est plus le cas. Ouais, il y aura peut-être, ce sera peut-être mis en œuvre d'une autre manière. Yes. Alors, ensuite, donc on va passer sur l'arrière de la fiche d'unité, où on va voir donc les options d'équipement et la composition d'unité. On va s'attarder surtout sur la composition de l'unité, puisque on va voir que donc on peut avoir soit un sergent et 9 troupes, soit 2 sergents et 18 troupes. Donc on peut monter jusqu'à 20. Oui, c'est la grosse nouveauté. Les Cadiens, les troupes Astra Militarum peuvent monter à 20 figurines. Et ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Avant on pouvait, là encore V7, V8, on pouvait mixer 2 unités. Donc c'est un peu la même chose là. Ça va permettre de défendre aussi des points, de défendre peut-être des chars et tout, mais on verra que là il y a une grosse nouveauté au niveau des chars. Yes. Et tac, donc on voit le sergent toujours équipé de son pistolet laser et de son épée tronçonneuse, les troupes avec fusil laser et armes de corps à corps, et on a un paragraphe en italique qui est assez intéressant, qui dit plusieurs choses. Notamment la première chose, c'est que on peut avoir jusqu'à 2 unités leaders attachées à cette unité, à condition de n'avoir que max une escouade de commandement. On ne pourra pas mettre 2 escouades de commandement attachées à cette unité, ça paraît un peu logique. Et si jamais l'unité de troupes cadiennes est détruite, alors les unités qui sont leaders sont bien détachées de l'unité détruite et deviennent bien des unités séparées. Voilà. Yes. Ça pourra être avec leur force originale, et ça sera utile par rapport à la suite, à notre stratagème qui sera décrit plus bas. Alors, on voit aussi que, sauf si tu me dis le contraire, on n'a plus les options d'armes lourdes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre 2 mecs avec... enfin, avant, tu pouvais prendre 2 figurines et te trimballer avec une arme lourde. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus la possibilité. Ils veulent peut-être laisser les armes lourdes spécifiquement aux unités faites pour. Alors on notera aussi qu'ils ont le mot-clé Battle Line et Cadian Shock. Et c'est très intéressant parce que on nous dit, et ça c'est vraiment fondamental, que donc on pourra faire des unités de 20 figurines, mais que les catachants reviennent, les Death Corps reviennent, et les escadrons d'infanterie classiques peuvent doubler donc leur nombre de... Ça veut dire aussi que sans doute qu'on aura peut-être le retour aussi des Vostroyens et autre chose de ce genre-là. Oui, c'est ce que je comprends aussi. Avec Classic Infantry Squads, on parle vraiment, à mon avis, de ce genre d'anciennes figurines qui pourront revenir effectivement. Ah bah ça, ce serait bien. Ce serait bien même sûr. Très bien. Parce que ça a été une des grosses... un des groupes... Enfin... voilà, la personnalisation de nos régiments, c'était vraiment un manque, j'ai trouvé, dans cette V9 Astra Militarum. Alors on je suis d'accord. Je vais juste dire un truc, je suis d'accord. Surtout que quand je compare à une armée de Space Marine, un Space Marine, de quelques chapitres qu'il soit, ça reste un Space Marine au niveau de la figurine. Alors que un Catachant, un Death Corps ou un Cadien, c'est pas la même figue. Bah oui, ils viennent pas de la même planète. Bah ouais. Alors. Donc du coup, ça donne une gueule à l'armée différente, quoi. Mais non, mais clairement. Il y avait aussi les Talarn avec les chars et tout ça, et la possibilité pour les chars Talarn de faire des trucs, enfin bref. Donc on espère que ça va revenir. Là, on nous montre le Baneblade, et le Baneblade, alors là encore iconique, le char Titanic, voilà. On note d'ailleurs qu'il a la règle Titanic. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Baneblade, parce que c'est génial. Il
il y a deux trois petites choses à dire quand même. Hein. Ah ouais, c'est On va génial. rapidement passer sur ses caractéristiques qui sont celles d'un gros char, hein, on va pas se mentir, un mouvement de 9, endurance 13. Donc on voit effectivement, comme sur les autres Faction Focus, que les fourchettes d'endurance ont bien été élargies. Ouais. Pour vraiment, pour moi, correspondre à ce qu'est un char finalement. Sauvegarde à 2+, 24 points de vie, le monsieur quand même. Commandement à 7 et compte pour 8 figurines sur un objectif. Ensuite, donc on a Deadly Demise D6+2, donc là c'est l'explosion à D6+2 pour D6+2 mortel. Et ensuite on a la règle la plus intéressante, la plus fluff du truc, Rolling Fortress, donc forteresse mobile. Qui va en fait tout simplement donner le couvert aux figurines Astra Militarum qui ne sont pas entièrement visibles quand elles se font tirer dessus. Voilà, Ouais, et qu'elles sont cachées par le Beyblade. Voilà. Ça c'est génial parce qu'on est dans cette logique. Alors j'espère que les Lehman Russes et autres l'auront, mais on est dans cette logique de c'est plus l'infanterie qui protège les chars, mais c'est les chars qui protègent l'infanterie. Donc vraiment dans cette optique de la Deuxième Guerre mondiale où les chars avancent, l'infanterie est derrière et donc voilà, donc c'est super cool et enfin c'est une règle géniale. Enfin, ouais, c'est une règle super fluff. J'espère qu'elle sera vraiment utile sur le champ de bataille, qu'elle sera souvent mise en place, que ce soit avec un Beyblade ou d'autres chars qui pourraient éventuellement l'avoir. Je pense par exemple au Rogaldorn. Voilà, et s'ils ont cette règle là ou qu'on peut leur donner avec d'autres règles, tout ça, ouais, j'aimerais bien le voir sur table, ouais. Ça pourrait être vraiment intéressant. Alors on note qu'il a le keyword smoke. Oui. Donc on le sait maintenant, c'est un stratagème. Et ce stratagème donnera la règle furtivité. Oui, c'est ça. Mais on sait toujours pas ce que ça fait furtivité. Si ça fera -1 à la touche, +1 à la sauvegarde, ou bien est-ce que ce serait une distance de tir? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait en plus ou pas une notion de distance de tir bref, on a peut-être des indices avec la faction suivante, mais ça reste de la supputation, on va pas se mentir. Oh, c'est bien dit ça. Ouais. On va terminer avec sur le Beyblade avec juste son profil dégressif. Donc quand il sera à 8 points de vie ou moins, ses capacités de objective contrôle seront divisées par 2, donc il passera à 4 et il aura -1 pour toucher. Yes. Voilà. On va pas revenir sur tous les tirs qu'il a, mais on notera quand même qu'il ne fait pas de Mortal Wound. Donc il ne fait pas de blessures mortelles avec ses tirs. Il a des règles blast. Il n'a pas de sauvegarde invue. Donc... Mais il tire à 72 pas. Oui. Quand même, monsieur. Mais sur des tables aussi petites et avec autant de décors, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Mais bon. Mais il tirera sur la table d'à côté, c'est tout. Exactement. C'est fait pour les parties fluff. En tout cas, c'est toujours sympa et j'espère que cette règle, le Rolling Fortress, on la retrouvera sur d'autres chars. D'autres chars. Tout de suite, on va en parler avec, pour moi, un de mes chars préférés, le Lehman Russe, déjà rien que par ce nom. Le Lehman Russe, donc qui tire à 48 pas. D6 +3, donc là on est sur une stabilisation versus le fait qu'on pouvait tirer 2 fois avec son arme de tourelle. Bon bah là c'est on tire une fois mais c'est D6 +3, 4+, pardon, pour toucher, mais attention il n'a pas la règle heavy, donc on ne pourra pas passer à 3+, force 10, PA-1 qui est vraiment une petite PA je trouve pour quand même le Battle Cannon, et par contre dégâts flat 3, donc l'équivalent de l'obusier relique qu'il avait avant. Pour moi, ils lui ont donné un rôle de tueur de figurines moyennes, telles que du Space Marine ou du guerrier tyrannide, quoi. Ça, tu vois, c'est ce que je veux dire? Ouais. Je suis d'accord. Maintenant, le dégât 3, il fait mal, mais alors la PA-1... Après, faudra voir parce qu'il sera peut-être en compétition avec les autres versions du Lehman Russ, avec le Demolisher, tout ça. Le Demolisher. Voilà, ouais. Ouais. Donc, à mon avis, c'est pour le mettre en. Ce sera peut-être le low cost finalement. Ouais, tout à fait.
Et donc, ce sera la base et les autres seront les spécialistes autour. Ce qui était déjà plus ou moins le cas, mais en fait, on prenait que celui-là, ce qui était un peu mieux, quoi. Quoique Bah, Démolicheur, oui, à la fin, on l'a retrouvé, mais... Mm. Le Baneblade avec canon Volcano, le Shadow Sword. En parlant de gros canons, Un gros canon, en voilà un. on nous précise bien que le Volcano Canon c'est surtout pour buter du titan, hein, et on comprend pourquoi. D3 plus une attaque, touche à 4+, il a la règle Heavy donc touchera à 3+, quand il n'aura pas bougé. Il a la règle Blast parce que pourquoi pas. Force 24 mais à -5, dégâts 12. Et tire à 96 pas. Donc lui c'est pas la table d'à côté qui vise, c'est plutôt l'association du quartier d'à côté, hein. Bah, Voilà. il est à D3+1, de toute façon, si t'as 11 figurines, ça fera que 4 attaques. Hein. Oui non mais au moins les tirs seront pas perdus. Voilà. Voilà. Donc non, bah, du gros canon, ça fait plaisir de voir ça. Bon, est-ce qu'on en verra beaucoup sur les tables? Je suis pas forcément sûr. Ça Non. dépendra beaucoup je pense de. Je pense pas parce que ça va quand même être une arme à mon avis assez chère. Donc faudra vraiment que le mec sache qu'il va jouer contre du titan ou du chevalier quoi. Ça a le mérite, ils ont le mérite de faire des règles pour toutes les figurines, donc... Ah ouais, moi ça me va. Alors, les stratagèmes. Ah, le stratagème Ah ouais. qui à mon avis va être Fabuleux, le plus fort. fabuleux. Incroyable. Incroyable, très cinématographique, on adore. Donc renfort ou renforcement, à vous de voir. Pour 2 PC, pourra s'activer à n'importe quelle phase. Au moment où n'importe quelle unité régiment est détruite. Il précise bien qu'on pourra cibler avec ce stratagème une unité qui est détruite, hein, parce que normalement c'est pas possible. À ce moment-là, vous prenez l'unité entière à sa force de départ, avec ses armes, toutes ses caractéristiques, et vous la remettez en réserve stratégique. Sachant que ça ne pourra pas être utilisé pour les personnages, évidemment, qui sont attachés à cette unité. Oui, alors les personnages, soit ils resteront sur table, comme on l'a vu un peu plus tôt, soit ils seront déjà morts. C'est ça. Voilà. Peut-être qu'ils seront déjà morts, ou peut-être qu'ils, comme ils sont protégés par l'unité, ils prendront pas les tirs, donc de toute façon ils resteront sur table. Voilà. Yes. Donc là, c'est un rip-up à 2 PC. On se rappelle qu'à une époque, les orques en avaient un pour 3 PC, mais qui rip-upait instantanément, alors que celui-là arrive en renfort. C'est ça. Donc par exemple, si vous jouez dernier tour 5, bon bah ils reviendront jamais. Par contre, si vous jouez si vous jouez premier au tour 5, ils reviendront pas. Par contre, si quoique, on a vu des stratagèmes, mais bon. Par contre, si vous la faites détruire, par exemple, autour de votre adversaire, bah, elle peut revenir dans votre tour à la fin du tour 5, ça peut faire des blagues. Ouais, surtout qu'on peut potentiellement on ramène une unité de 20 bonhommes, quoi. Donc, pas déconnant. Ah oui, non mais... C'est pas déconnant. On est pas mal. Ah, moi j'aime bien ce stratagème. Il est 2 PC, ça me paraît pas déconnant. Surtout qu'ils reviennent, du coup ils pourront être remis sur table qu'à la prochaine phase de renfort. Ce qui est du coup, dans la cinématique d'une bataille, c'est logique en fait. Oui, tout à fait. Alors à noter que ce stratagème marchera pour donc toutes les unités qui ont le mot-clé régiment. On nous présente différentes unités, notamment les équipes d'armes lourdes, les batteries de campagne, les sions, la cavalerie et les sentinelles. Ouais, ça c'est génial parce que ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer des sentinelles vraiment en reconnaissance et que si on les perd, elles pourront repopper et donc c'est cool parce que les sentinelles ça avait tendance à être un petit peu fragile un peu, ouais. Et puis là c'est vraiment sympa. Donc j'aime bien aussi les sions en réserve qui vont du coup pouvoir revenir en frappe en profondeur. Ouais, carrément. Ça c'est cool. Non, super stratagème. Donc on rappelle son nom, le stratagème renforcement. Vraiment qui va 2 PC, c'est clair, mais on pourra quelque part aussi avec les Vox récupérer un PC. Donc c'est ça. En fait, il coûtera peut-être presque que 1 PC. Alors on nous dit aussi que les personnages seront vraiment centraux et que ils pourront vous permettre
d'avoir des coups critiques sur du 5 au lieu du 6. Donc ça, c'est très très fort. Et que le masque de la mort d'Olanus, c'est-à-dire ces reliques un petit peu iconiques de la garde impériale seront là aussi. Et celle-ci vous permettra, quand vous êtes Battle Shock, par exemple, d'avoir un Battle Shock à 1, c'est-à-dire de valoir toujours 1 sur les points au lieu de 0. On verra juste après que ça a son importance. Alors, oh oui. Oh oui, mon petit gars. Eh ben, mon petit gars, qu'est-ce que tu en penses si on passait au Chaos Demon? Eh ben justement, les Chaos Démons, c'est pour ça que cette règle elle est là. Ils vont justement combattre du démon pour pas tomber à 0 sur un objet. Allez, on passe tout de suite au Chaos Demon avec les légions des dieux obscurs, comme ils les appellent. C'est ça. Ah oui, mais t'as vu, j'ai bossé un peu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est bien, t'as pas répondu pour une fois, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors moi, ça a été pour moi, c'est le gros coup de cœur. C'est le gros coup de cœur avec la règle de faction, l'ombre du chaos. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît? Alors, en fait, l'ombre du chaos nous sera votre règle d'armée si vous avez une armée légion démoniaque qui va tout simplement pouvoir affecter certaines parties du champ de bataille. On va les voir, elles sont au nombre de 3 pour la règle de base. Je dis bien pour la règle de base, attention. Il y aura donc votre zone de déploiement qui sera occupée par l'ombre du chaos. Ensuite, au début de n'importe quelle phase, si vous contrôlez au moins la moitié des objectifs sur le champ de bataille, dans le No Man's Land, donc entre les deux zones de déploiement, eh bien jusqu'à la fin de la phase, le No Man's Land est considéré comme étant dans l'ombre du chaos. Et ce sera la même chose pour la zone de déploiement adverse. La même chose, donc contrôlez au moins la moitié des objectifs au début d'une phase, et pour la phase, vous avez l'ombre du chaos. Alors, donc on voit que c'est vraiment très porté sur le contrôle map, hein. C'est vraiment les légions du chaos qui avancent et qui commencent à étendre leur corruption chaotique sur la zone. Donc qu'est-ce que ça va apporter comme bonus à votre armée? Eh bien, si vous avez une unité de votre armée qui est dans la zone ombre du chaos, chaque fois que cette unité va mener un test Battle Shock, vous allez ajouter 1 à ce test, et si le test est réussi, une figurine de votre unité regagnera D3 points de vie, ou si c'est une unité Battle Line, vous relèverez D3 figurines. Et ça, c'est fort. C'est trop bien. C'est trop bien parce que ça veut dire que on a là encore cette logique de rip-hop de figurines de base qu'on a chez les Necrons, qu'on a chez l'Astra Militarum, qu'on a là chez les démons, qu'on a vu chez aussi les tyrannides. Donc il va y avoir cette logique de vague après vague, de envoyer la vague suivante, hein, comme il y a du côté Astra. Et c'est vraiment, vraiment excellent. Et en plus, à chaque fois, dans chaque version, ils ont essayé de le mettre en place, mais à chaque fois, soit il fallait payer des renforts, soit ceci, soit cela. Ça n'allait jamais. Il y avait toujours un truc qui était merdique. Là, j'ai l'impression qu'ils sont bons. Là. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé la bonne formule, surtout qu'ils l'ont vraiment adapté au lore de chaque armée, en fait. Absolument. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'ombre du chaos, donc vraiment la corruption chaotique. Pour ceux qui voient Total War Warhammer, quand les légions du chaos avancent dans les différentes zones de la carte, vous voyez petit à petit, pendant les tours qui passent, la corruption du chaos qui prend possession des terres. Là, c'est exactement ça. Et des démons qui sont sur des terres prises par le chaos seront plus forts, seront plus durs à tuer, et c'est exactement ça qu'il montre ici. Et inversement, donc on va parler justement du malus apporté aux armées adverses qui sont dans l'ombre du chaos de votre armée. Je dis bien de votre armée, hein, parce qu'à mon avis, si on fait affronter deux factions chaotiques, les bonus et malus vont se cumuler. Hein. Ah, j'avais pas pensé, bien vu Volkern. Bah oui, parce que si t'es dans l'ombre du chaos de Nurgle et que toi t'es de Khorne, tu vas forcément te prendre un malus. Et oui. Ah. Un petit malin, c'est un petit malin ce Nurgle, c'est un petit malin. Alors, quand vous avez une unité ennemie qui est dans l'ombre du chaos de votre armée, chaque fois qu'elle fera un test Battle Shock, vous enlèverez un OG, et si le test est raté, c'est D3 BM pour l'unité. Et bim. Allez. Ça fait mal.
Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, c'est le seul moment qu'on a vu d'ailleurs où quand tu rates un Battle Shock, tu perds des figurines. Donc c'est vraiment cool parce que il y a ce côté, comment dire, c'est vraiment comme dans les livres quoi. C'est le chaos, il arrive et ça corrompt et il est et le monde change autour. Là, tu sais, c'est un petit peu comme ça descend du Mordor, tu vois. Enfin, il y a le nuage au-dessus. Le nuage qui vient couvrir le soleil, qui vient répandre la peur, littéralement, chez les troupes ennemies, quoi. Ouais, c'est génial. C'est super, ça donne envie, ça donne trop envie de jouer démon, quoi. Vraiment. Ouais, c'est ça. Ça donne envie de raconter des histoires, quoi. Et oui, non, mais franchement, c'est top. Et puis, cette idée du No Man's Land et du machin, donc ça peut arriver chez toi. Et surtout, le fait que, là encore, les pions c'est par la prise d'objectif que ça se déclenche. C'est ça. C'est vraiment excellent. On est vraiment sur du contrôle map pour débloquer des bonus, quoi. Et ça, c'est bien. J'aime bien cette idée, en fait. Ouais. On rappelle que si vous n'avez plus le contrôle de vos pions dans votre zone, bah vous avez quand même oui. Voilà, vous l'avez quand même encore l'ombre du chaos. Et on va voir que c'est très très impactant. On va arriver sur la règle de détachement. Alors, juste un petit mot sur les règles de détachement. Il a été dit, je ne sais plus dans quelle news que j'ai regardé aujourd'hui, parce que j'ai révisé un petit peu entre temps. Les règles de détachement qui vont sortir pour la V10, il y en aura d'autres pour vos armées. Vous n'aurez pas qu'un seul détachement unique, il y aura d'autres détachements que vous pourrez mettre en place. D'accord. Là, on nous présente à chaque fois un détachement possible, sûrement le primaire ou le plus important. Et potentiellement, on en aura d'autres dans les codex ou peut-être dans des suppléments, etc. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc là, on nous présente le détachement Warp Rift, donc Fight Warp. Chaque fois qu'une unité démon de votre armée est placée sur le champ de bataille en utilisant la capacité frappe en profondeur, et on sait que les démons ont pratiquement tous, ils l'ont, hein, je crois. Si elle est placée entièrement dans l'ombre du chaos, eh bien elle peut être placée à 6 pas et non à 9 pas de toute figurine ennemie. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que c'était important que dans sa zone, dans sa propre zone de déploiement, qu'on l'ait systématiquement, c'est-à-dire que quand bien même on perdrait des points objectifs, je rappelle à la fin du tour et non plus à la fin d'une phase, quand bien même on perdrait ceux qu'on a chez nous, eh bien en démon on pourrait quand même frapper à moins de 6 pas, enfin à 6 pas, donc avec une charge potentiellement à 6. Donc c'est pas rien. Le rêve de tout corneux, hein, clairement, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas handicapé par le fait de courir à travers la table pour aller chercher d'autres... voilà. Donc c'est... Parce que c'est... Souvent les démons, ils avaient le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que si tu... Certes, ils se ruaient à l'attaque, parce qu'ils peut tirer ou pas ce qu'il faut, ou ainsi de suite. Mais dans leur dos, souvent, si tu arrivais à frapper... dans leur dos avec du GK ou quoi que ce soit, tu les défonçais, quoi. On va parler du pacte démoniaque qui va tout simplement vous permettre de jouer des démons dans toutes vos armées qui ont le mot-clé chaos. Yes. Et oui, bonjour les Space Marines du chaos. Ah, c'était déjà le cas en V9. C'était déjà le cas en V9. Là, ils ont remis ça avec disons une règle très simple finalement. Hein. Ça va pas être, vous n'allez pas vous prendre la tête. Ça marche en fonction du format dans lequel vous allez jouer. C'est-à-dire que si vous jouez... Oui. Attention, c'est pas un pourcentage de votre armée. C'est en fonction du format. C'est ça. C'est beaucoup plus simple et moi je pense que c'est carrément mieux. C'est-à-dire que c'est en fonction du format. C'est-à-dire qu'en format incursion, on rappelle que jusqu'à maintenant c'est 1000 points. Et dans ce format à 1000 points, on nous autorise jusqu'à 250 points de démon. Sachant que si vous dites avec votre pote aujourd'hui on joue à 800 points, rien ne vous interdit de mettre quand même 250 points. Yes. Voilà. Yes, et donc voilà, incursion 250 points, force de frappe 500 points et onslaught de 750 points. Donc à chaque fois c'est calqué sur un quart du maximum du format en fait. Yes. Voilà. Et donc on nous précise aussi que aucune de ces figurines ne pourra être votre seigneur de guerre et qu'elles ne pourront pas recevoir d'amélioration. C'est quand même important. D'ailleurs c'est dit aussi plus haut qu'elles n'auront pas l'ombre du warp.
puisque ce n'est pas votre armée qui est démon, c'est seulement des copains, quoi. Alors, ils l'auront pas, on en reparlera après. Voilà. Si votre armée est World Eater, évidemment, vous pourrez prendre que des démons de cornes. Pareil, si vous êtes Thousand Sun, ce sera de Tzeentch, Deathguard de Nurgle, et si votre seigneur de guerre est Lucius Aeternals, vous ne pourrez prendre que du Slaanesh. Yes. Slaanesh qui, à mon avis, sera peut-être la faction qui sera mise en avant dans cette V10. Peut-être, on attend toujours un codex Empereur Children, on a eu Khorne, pourquoi pas Slaanesh dans la V10? Ben non, mais parce que la Deathguard a son truc, les Thousand Sun ont leur truc, Khorne a son truc. Aujourd'hui, Slaanesh n'a pas son propre codex. Et on va pas se mentir, la figurine de Lucius est quand même un peu vieillissante. Pas très belle. C'est vrai. Par contre, la vachette. La vachette, la vachette. Elle est pas mal, la vachette. Ah, la vachette, parlons-en. Alors, le gardien des secrets. Justement, donc, il nous est présenté ici, donc 14 pas de mouvement, donc c'est l'entre-deux, c'est l'entre-deux de son profil dégressif de la V9 qui était de 16, 14 et 12. Ouais. On a endurance 10, on a sauvegarde à 5, c'est un démon, c'est normal. 18 points de vie, commandement à 6+, et objectif contrôle à 5. Ensuite, pour ses capacités, donc on aura l'explosion à D6, frappe en profondeur évidemment, l'ombre du chaos bien évidemment. Ensuite, comme c'est quand même un seigneur de Slaanesh, on aura une aura qui va permettre aux figurines amis Slaanesh à 6 pas de cette figurine d'avoir une PA de +1, enfin +1 à la PA pour leurs armes de mêlée. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on aura Mesmerizing Form qui est tout simplement -1 pour le toucher avec n'importe quelle attaque. Ensuite, dans ses capacités d'équipement, donc là c'est un équipement qu'on pourra lui donner. Shining Aegis, donc le porteur aura un Feel No Pain à 5+. Pourquoi pas. Voilà, donc ça va évidemment avec son invulnérable à 4+ basique. Hein. On a ensuite donc son profil dégressif avec 6 points de vie au moins, et bien il aura -1 pour toucher. Ok. Et donc là, on va juste regarder rapidement les armes pour s'intéresser surtout aux armes de tir. Donc Phantasmagoria Witchfire, donc feu sorcier, ou feu sorcier concentré. Alors, quelle est la différence? Donc le feu sorcier normal, vous aurez 6 attaques, touche sur du 2+, force 6, PA -2 dégâts 1, à 18 pas. Donc ça ressemble à un châtiment un peu classique, voilà. Ensuite, vous aurez la version concentrée. Donc là, ça aura 9 attaques. Et par contre, vous aurez le petit attribut hasardeux. Donc ça pourra vous péter à la gueule. Donc voilà. Si je me rappelle bien, c'est les 1 vont potentiellement te faire des dégâts. Yes. On voit aussi le mot-clé extra attaque qu'on reverra un petit peu plus tard dans cette review focus sur les démons qui est très dense. Alors, d'autres choses à nous dire sur le gardien des secrets? Non, pas d'autres choses à dire. On a parlé de ses armes, tout ça. Donc, on va pouvoir passer à l'autre démon qui nous est présenté. Et pas des moindres. Allez, c'est parti pour Be'lakor, le maître des ténèbres. C'est ça, le premier des princes démons qui nous est présenté ici. Donc on peut le mettre en comparaison avec un gardien des secrets random, on va dire. Enfin, random. Jamais vraiment random, un démon majeur, mais bon. Tu m'étonnes. Donc, ici, on a donc Be'lakor qui va avoir 12 de mouvement, donc un petit peu moins que le gardien secret, mais lui, il a le mot-clé vol, donc ça compense vachement. Une endurance de 10, une sauvegarde à 4+, monsieur, s'il vous plaît. Yes. 18 points de vie aussi. Commandement à 6+, et objectif contrôle à 5. Yes. On voit des caractéristiques sensiblement similaires, avec un petit peu plus de bonus, puisque c'est un personnage héroïque quand même, monsieur. Oui, bah c'est surtout qu'il va avoir un petit peu comme Gulliman et un peu comme voilà, c'est épique héros qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il va avoir des règles particulières et notamment ce qui le concerne, il a la règle de faction The Shadows of Chaos, c'est-à-dire que ce brave monsieur va se balader avec sa propre aura et c'est là où il est très intéressant parce que même s'il est cher, ça voudra dire que quand il est pris dans une armée de Space Marine du Chaos,
eh bien il aura l'aura des démons. Et donc, les démons qui viendront avec lui dans une logique de soupe chaotique, eh bien auront l'ombre du chaos avec eux. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux être plus précis que moi là-dessus? Plus précis, bien sûr. Donc la règle s'appelle donc le maître des ténèbres qui dit qu'en fait la zone du champ de bataille à 6 pas autour de cette figurine est considérée comme étant dans l'ombre du chaos pour votre armée. Donc effectivement, ça voudra dire que à moins qu'ils mettent un garde-fou là-dessus, mais là dans ce cas-là on n'est pas au courant et ce serait dommage. Que si vous prenez Be'lakor en tant que Be'lakor plus quelques démons dans votre armée Space Marine du chaos, vous pouvez faire profiter à vos démons d'une ombre du chaos puisqu'il se balade avec. Voilà. Yes. Lui là dans son sac à dos, voilà. Ah, non mais c'est super fluff parce que c'est vrai Oui. qu'un démon comme ça autour de lui crée ça, ça doit être représenté sur table, cette espèce d'aura absolument démoniaque pour le coup, Ouais. chaotique tout au moins. Et surtout ce qui est fort c'est que c'est les bonus et les malus. C'est ça. Et je vais même te dire, c'est encore plus cinématographique que tu ne le penses, puisque encore une fois, je vais ressortir Total War, mais comme c'est un peu en ce moment le jeu qui est mis en avant par Games Workshop, parce qu'il est vraiment bien, il montre vraiment déjà ce qui va se passer pour World et en même temps, je veux dire, il est canon vraiment, quoi. Il est canon quoi, voilà. Be'lakor dans le jeu est tout le temps présenté avec une aura ténébreuse autour de lui, même dans les cinématiques. D'ailleurs c'est le méchant central de la campagne du 3. Hein. Ouais. Donc vraiment, moi je trouve cette règle très très fluff et j'espère qu'elle sera applicable quand on le prendra à côté Space Marine du chaos pour les deux, quoi. Moi je suis pas un fan de Be'lakor, je suis pas un fan de la nouvelle enfin elle est belle la nouvelle figurine, on peut pas dire qu'elle est pas belle. Mais si tu veux, je me suis pas dit autant quand je vois Angron, je me dis putain Angron ça claque sur une table. Autant Be'lakor, tu vois, tu te dis ouais bon ok machin. Mais rien que cette règle là, ça me donne envie de le jouer. Après moi j'adore la figurine, j'ai qu'une envie c'est de l'acheter et de la peindre. Bon pour l'instant je peux pas trop le temps ni l'argent mais mais voilà. Mais voilà, elle est vraiment cool. Ce serait cool qu'elle soit comme en V9 jouable avec une faction des Space Marine du chaos d'ailleurs. Bah là ça que en V9. Oui mais je veux dire jouable avec une faction des Space Marine du chaos en tant que leader. Oui, en tant que leader, oui. Voilà, en tant que un peu comme Vashtor quoi. Un peu comme Vashtor, ouais, c'est ça. Ses capacités, bien sûr, juste on passe au passage, donc lui la règle furtivité dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc on sait pas ce qu'elle fait exactement. Voilà, il est furtif, ok. Et il aura la règle Shadow Form, donc ça va être pour le coup la même type de règle que Gulliman, où on va pouvoir au début de chaque... alors là c'est au début de chaque round de bataille et pas à la phase de commandement, attention. Le wording est différent, donc peut-être qu'il y aura une différence sur table. On pourra sélectionner une de ces formes d'ombre et qui sera active jusqu'à la fin du round. On aura 3 possibles. Ce sont des auras psychiques. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on aura des auras qui seront psychiques. Donc potentiellement une interaction différente des attaques qu'on a vu plus tôt. Ouais. On aura donc... plutôt c'est le chien de Mickey, mais bon. Désolé. Oh allez, vas-y, excuse-moi. Oh, t'inquiète, moi ça me fait rire. Donc, la première capacité, ce sera donc Wraithed in Shadows. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais peut-être drapé dans les ombres, probablement un truc dans ce genre-là. Une aura psychique, tant que vous avez une unité démoniaque amie à 6 pas de cette figurine, elle ne pourra être ciblée par une attaque à distance que si elle est à 18 pas ou moins. C'est fort. De la figurine qui tire. C'est énorme. Voilà. C'est-à-dire que non seulement Be'lakor il se balade avec son armée autour de lui, mais en plus il donne des buffs, mais en plus on peut pas... Enfin, je trouve ça... Là encore, hein, c'est tellement fluff, c'est tellement cinématographique, c'est vraiment top. Ouais, et à noter que du coup ça fait un peu l'inverse, parce que lui il n'a pas le mot-clé leader, donc ne peut pas être rattaché à une unité, hein, comme Gulliman, on l'a vu. Absolument, ouais.
Mais du coup, en fait, finalement, c'est plutôt les unités que tu vas rattacher à lui, en quelque sorte. Ouais, exactement. C'est ça. Et on Donc, verra on verra après, mais avec le triomphe de Sainte-Catherine, c'est un peu l'inverse et c'est intéressant parce qu'il y a ce côté personnage leader justement qu'on va suivre parce que l'aura démoniaque, parce que machin, et inversement personnage nommé aussi d'ailleurs hein, et qui est lui par contre un buffer, comment dire, quelqu'un qu'on va protéger mais qui va avoir une espèce de holy light quoi, tu vois, une espèce tu vois ce que je veux dire quoi. Un vrai rôle de personnage totem vraiment impactant pour les unités qui vont être autour, effectivement. Oui, mais un côté reliquaire, c'est-à-dire qu'on bien sûr, on veut pas qu'il soit abîmé non plus, tu vois, donc je trouve ça intéressant. C'est ça. On passe tout de suite à la deuxième règle, donc qui est Pall of Despair. Donc pendant la phase Battle Shock de la phase de commandement de votre adversaire, s'il y a une unité à 6 pas de cette figurine qui est en dessous de sa force de départ, elle devra mener un test Battle Shock, quoi qu'il arrive. Ah oui. Et on précise bien aussi que les personnages qui sont donc à 1, ils seront en dessous de leur force de départ s'ils sont perdus au moins un point de vie, évidemment. D'accord. Voilà. Donc là, ça va forcer autour de lui les tests Battle Shock, quoi qu'il arrive. Sachant que à 6 pas, on a l'ombre du chaos. Donc on a -1 et potentiellement des BM. C'est ça. Bravo. C'est ça. Ah, il rigole zéro, lui. Hein. Ah ouais, non, il rigole pas. Et puis, mais surtout, on verra qu'il est en concurrence du coup avec Gulliman. Il y a un vrai match. Ouais. La dernière règle qu'il a, donc c'est Shadowlord, donc Seigneur des Ombres. Tant qu'une unité démoniaque est à 6 pas de cette figurine, vous pouvez relancer les tests de Battle Shock et de commandement de cette unité. Yes. Et ça, c'est fort. Absolument. Ça c'est pas mal. Oui, parce que comme on l'avait vu avec le pack du chaos un petit peu, si tu veux, les tests de Battle Shock sur les unités démons, ça peut vite être des tests de boost qui vont remonter le nombre de figurines et si on peut les relancer, on a moins de chances de les rater et donc plutôt de la chance de popper plutôt que l'inverse. Ouais, c'est ça. Et parce que tout se paye dans le chaos. C'est ça, tout se paye et c'est ça qui est intéressant à jouer, c'est que tu as forcément un contre-coup. Voilà. Yes, absolument. Et on va passer tout de suite donc aux armes. Donc on voit les armes à distance. Donc là c'est du psychique, pareil. Donc feu sorcier ou feu sorcier concentré. Pareil, là ce qui va changer ce sera le nombre d'attaques, un petit boost de force et de PA aussi sur le concentré. Qui ignorera les couverts, qui fera des BM si jamais ça fait du critique. Voilà, donc petit sort sympathique à 18 pas. Alors là, on voit effectivement Devastating Wound, pardon, donc les critiques, sur les critiques, on fera des blessures mortelles, mais donc là, c'est dégâts 1, donc ce sera une blessure mortelle. Ouais, à la place de l'attaque finalement. Yes, et on verra avec Gulliman, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est justement les armes de mêlée aussi. Donc il aura l'épée des ombres, qui aura donc deux profils d'attaque, donc soit en strike, soit en sweep. On verra qu'on aura beaucoup ça sur tous les persos. Hein. Ouais. Donc en strike, donc c'est pour buter du gros, donc c'est 6 attaques sur du 2+, force 14, PA-4, dégâts D6 plus 1. C'est un peu aléatoire, ça peut faire jusqu'à 7, mais ça peut faire 2. Ouais. Donc voilà. Et en balayage, donc on aura 14 attaques sur du 2+, force 8, PA-3, dégâts 1. Et là où je disais qu'il est en concurrence avec Gulliman, c'est que Gulliman est beaucoup plus stable sur ses frappes. Et qui fait des blessures mortelles. Alors que lui, il fait plutôt, il fait plutôt de la blesse auto. C'est ça. Donc en fait, il faudra voir que les deux personnages peuvent se one-shot l'un l'autre, finalement. Ils ont la capacité. Gulliman est... Oui. Sauf que Gulliman, il revit. Ouais. Gulliman il revit. En même temps, il a moins de points de vie. Hein. Il a que 10 points de vie, il en a 18 pour Be'lakor. Ouais. Mais les deux ont le potentiel de tuer l'autre en une phase de combat. Donc il y a vraiment match en fait. Je trouve ça intéressant. Ouais, c'est ça. Gulliman est mis au niveau de ses armes qui sont plus stables. Hein. C'est normal, c'est un ultramarine. Il est droit dans ses bottes, il respecte le codex. Il a un peu l'épée de l'empereur quand même.
Tu vois, Voilà, enfin, je il veux a, dire, voilà, ça il a faisait, ça l'épée faisait quand même d'empereur, pitié pendant cette V9 d'être obligé de le mettre pouf mallette alors que le mec il se trimballe avec l'épée de l'empereur. c'est ça. Voilà, je veux Ah, bien c'est 5 minutes quoi, tu vois. ridicule, alors que là, si t'as un bel accord en face, tu sais que Gulliman il est pas ridicule quoi. Il peut se faire tuer, hein. Attention, il est pas invincible, hein. Mais il est pas ridicule. C'est finalement, on est très proche de ce qui est décrit dans les bouquins, c'est-à-dire que quand Absolument. Gulliman il combat Mortarion par exemple, il va se faire éclater, mais il en envoie aussi quoi. Donc Ouais, sachant que Mortarion, il est particulièrement létal dans les bouquins. En plus. Be'lakor, pour le coup, est un bon combattant, mais pas le meilleur des combattants. Et par contre, c'est par sa traîtrise, donc là, enfin, ça. Be'lakor, c'est un malin Be'lakor. C'est un malin Be'lakor. Un malin Be'lakor. T'as malin Be'lakor. Non mais c'est vrai, Be'lakor dans le lore c'est pas vraiment un combattant surpuissant comme Angron. Lui c'est plutôt un félon quoi. Ouais. Il a trahi les dieux traîtres finalement. Donc voilà. Donc je trouve c'est pas mal représenté. Donc pour moi il y a match entre lui et lui. On verra que même avec Angron il y a match, même si Angron évidemment est bien plus vénère au niveau de la frappe, mais il est moins tanky. Donc, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, on a hâte de voir d'ailleurs en gros. Hâte que tu nous en parles, mais ce sera dans le Faction Focus numéro 3. Il faudra attendre. Et oui, on tease. Alors, tu vas nous parler... je pense qu'on a fait le tour sur Be'lakor. On va parler maintenant un petit peu, ce sera l'occasion de le voir d'ailleurs du démon majeur de Nurgle. Oui. Le grand immonde. Le grand immonde, magnifique ce grand immonde. Je sais pas, là en fait, sur la photo qu'on voit là, c'est pas la version que je préfère. Mais bon. J'aime pas quand il n'a qu'un œil. J'aime bien quand il a le côté gros pépère, moi je préfère. Tu rigoles, il a 3 yeux, regarde sa langue. J'avais pas vu. Alors, et on va nous parler de son épée débile. Donc ici on nous représente donc effectivement la Bill Blade du grand immonde, pas celle de Fabius, hein, laissez-le tranquille, rien à voir circuler. Donc il y aura la capacité extra attaque et lethal hits, 3 attaques, 2 plus pour toucher, force 6, PA -2, dégâts 2, donc une bonne petite arme secondaire on va dire, et c'est tout à fait son rôle. Hein. Extra attaque ce sera tout simplement... sur les personnages, avant vous aviez certains personnages qui avaient des attaques où on précisait que si vous tapiez avec une autre arme, vous pouviez taper avec cette arme en plus. Là c'est pareil, c'est-à-dire que l'extra attaque vous permettra de taper avec la Big Blade en plus d'une autre arme avec... C'est vrai que c'était pas très clair des fois. Des fois c'était pas très clair, notamment pour les nouveaux joueurs. Souvent ils les oubliaient, les attaques et tout ça. Et là le fait que ce soit marqué extra attaque, on va... C'est très logique en fait. Ouais, on va remonter... sur le Keeper of Secret et là tout de suite on le voit et il a les extra attaques des deux, donc on peut supposer que ça va se stacker et que donc il aura 13 attaques. C'est ça, seulement que ces 13 attaques auront toutes des profils différents, sachant que les attaques en extra attaque le nombre d'attaques ne sera pas modifiable, c'est-à-dire que vous resterez à 3 et 4, c'est marqué dans le marbre, c'est pas modifiable. Voilà. Sauf si peut-être c'est la seule arme qui tape. Mais a priori, pourquoi une seule attaque... Enfin, je sais pas si ça peut arriver, quoi. Pourquoi taper avec ça alors que tu peux taper avec l'autre plus ça? Ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Donc pour moi, peut-être qu'on pourra, mais peu d'intérêt. Donc là, en fait, on nous dit dans la news d'ailleurs que la cavalerie, les carniflex et ainsi de suite auront aussi des extra attaques. C'est intéressant l'idée de la cavalerie parce que... Bah la cavalerie t'as le poney. Bah voilà c'est ça. T'as le poney donc c'est... Si jeune et déjà poney. Allez je l'ai fait ce soir, je suis en forme. Donc voilà. Ok, alors je pensais pas forcément au poney, mais par exemple quand t'es sur une monture démoniaque, par exemple. Par exemple, oui, bah ça reste toujours un poney. Hein.
Un poney des... Un petit tacle aux joueurs de Total War Warhammer 1 où les où les guerriers du chaos avaient vraiment des poneys, hein. C'était littéralement des poneys. Alors, donc, si tu passais maintenant, s'il te plaît, Au buveur de sang. au buveur de sang. Ouais. Donc on nous présente ces deux haches qui sont Carnage et Massacre. Qui pourront donc taper avec deux profils, encore une fois. Un profil qui tâche et un profil qui balaye. Le profil qui tâche, 8 attaques, 2+, force 16, monsieur. PM en 4 dégâts, 6 flat. Alors, Donc, quand on voit des forces 16 comme ça, évidemment, quand on est un joueur V8, V9, on se dit, ouais, bon, bah, ça y est, la létalité, on nous a dit PM-4, dégâts 6, machin. Mais en fait, ce qu'ils ont augmenté, c'est le delta. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté le delta de force, ils ont augmenté le delta d'endurance. De ce fait, quand tu prends un grand coup de masse par un buveur de sang et que t'es un cadien, effectivement, tu vas la sentir passer, quoi, parce que... C'est ça. Mais ça évite aussi le fait que, à une époque, ça ouvre aussi le champ des possibles par rapport à une vraie différence d'endurance entre un cadien, un Space Marine, un Terminator, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Justement, c'est ce qui leur permet d'augmenter l'endurance des Terminators sans pour autant que ce soit ultra pété. Les Terminators Absolument. Endurance 5, des Terminators Endurance 5, les chars pourront les ouvrir, il y a pas de problème. Hein. On l'a vu, même le Lehman Russ aura force 10. Donc Comment ça, même le Lehman Russ? Attention à ce que tu dis, toi. donc on voit que sur les armes du profil d'Angron, lui pour le coup, alors on va pas parler de dueliste parce que ça c'est plus l'apanage de Slanesh, mais c'est un bourrin. Hein, lui c'est un bourrin. Lui, enfin c'est pas alors, le buveur de sang, c'est un bourrin. Hein, voilà. On rappelle que tu nous parleras d'Angron dans le prochain Faction Focus, le Faction Focus numéro 3. Alors, alors on rappelle aussi qu'il faut choisir son arme avant de frapper et non pas après. Hein. Bon, ça c'est la base. C'est merci Captain Obvious. Alors, et je rappelle aussi qu'il faut s'abonner à la chaîne. Alors, les stratagèmes. Vas-y. Oui. Alors, stratagème hyper intéressant encore une fois, un stratagème encore une fois de contrôle map, corruption de l'espace réel pour 1 point de commandement. Au début de n'importe quelle phase de commandement, si vous avez ciblé une unité légion démoniaque de votre armée qui est à portée d'un pion objectif que vous contrôlez. Ouais. Attention, que vous contrôlez. Ça suffit pas d'être à portée. Cet objectif est dit donc corrompu. Donc vous allez corrompre l'objectif un peu à la manière de Nurgle en V9. Et il restera sous votre contrôle même si vous n'avez plus de modèle à portée jusqu'à ce que votre adversaire en reprenne le contrôle au début ou à la fin d'un tour. C'est génial. Voilà, c'est génial. Et ce n'est pas tout. Tant que cet objectif est dit corrompu et est sous votre contrôle, bon, c'est pour le coup, ce sera la même chose. Hein. La zone à 6 pas autour de cet objectif sera considérée comme étant dans l'ombre du chaos. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer que des unités qui vont être dedans dès qu'elles vont mener un test Battle Shock, si elles le passent pas, déjà elles vont prendre des BM, mais je rappelle que si elles passent pas, elles peuvent potentiellement tomber. Alors elles peuvent ou elles vont tomber à objectif contrôle 0. Et donc elles ne pourront pas reprendre le point, même si elles sont tout autour du truc. Et je trouve ça super fluff. On imagine, par exemple, ça pousse au modélisme aussi. C'est-à-dire qu'on imagine, là, vous avez pris le pion, le point objectif, vous mettez votre hôtel de cornes dessus, donc avec des crânes, des machins, des trucs, machin sympa, tu vois, qui représentent le plomb. Et tu vois, par exemple, je sais pas, des figurines qui arrivent pour essayer de le reprendre. Et là, du coup, elles ratent leur test. Du coup, elles sont à 0. Et du coup, elles sont là complètement fascinées autour du truc. Et quelque part, voilà, et elles peuvent pas reprendre le point. Et ça, je trouve ça vraiment top, quoi. On parlait des Cadiens juste avant. Les Cadiens qui vont tomber à 0. Et c'est là que sera intéressant la relique dont tu parlais tout à l'heure, qui les empêcherait de tomber à 0 et de seulement tomber à 1, et donc de potentiellement pouvoir quand même reprendre le point grâce à la relique qui est là pour les galvaniser quelque part. Ouais, non, c'est génial. Donc moi j'adore.
Franchement, c'est cool. Tout ce qu'on lit depuis tout à l'heure par rapport à ça, c'est vraiment top. Et on verra avec les 6 stacks, c'est dans le même ordre. C'est dans le même goût, ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à nous dire sur les armées des démons? Ben, moi, je trouve vraiment super. Hein, c'est mon gros coup de cœur de ces focus là, de chez Faction Focus, l'arme aux démons. C'est une des armées que je n'ai pas. Enfin, j'ai les figurines, mais c'est pas peint et je me suis jamais trop projeté là-dedans. Et là, honnêtement, ça donne super envie. Que ce soit pour booster une troupe de, par exemple, de Death Guard, vous allez prendre des démons de Nurgle. Ou des Thousand Sons, machin, bon, vous avez compris. Bien sûr. Et puis un mécanisme original, super intéressant, super fluffy, qu'on a envie de mettre en place sur table, qu'on a envie de faire tomber son adversaire dans le piège. Et je trouve ça super intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais... Moi, je suis plutôt satisfait aussi. Franchement, c'est vraiment les règles qui nous présentent. Et d'ailleurs, ça a été un peu le cas sur les Faction Focus précédents, même si celui-là ressort vraiment du lot pour moi. C'est vraiment des règles de control map, mais qui sont fluff, adaptées au lore de l'armée. Vraiment, je veux dire, c'est logique. Les règles vont passer toutes seules parce que c'est logique en fait. C'est logique, ouais. C'est vraiment, t'as le chaos qui se répand, donc forcément tu vas avoir des bonus pour ton armée et des malus pour l'armée adverse. Et vraiment ça, je trouve ça vraiment, je trouve ça agréable en fait. C'est pas juste des figurines, c'est pas juste des figurines qui ont des stats quoi. Elles ont une vie. Cool. Ça a du sens, ça a un sens fluffique et c'est super intéressant. Alors pour finir ce Faction Focus numéro 2 de la chaîne avec notre ami Volkern, on va passer aux sœurs de bataille. Les sœurs de bataille, qu'est-ce que tu peux nous en dire s'il te plaît Volkern? Et les sœurs de bataille, donc là effectivement on passe vraiment de l'autre côté par rapport au chaos, on passe vraiment à la foi de l'empereur. Hein. On les connaît bien les sœurs de bataille. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte ici? En fait on va vraiment avoir une armée qui va être encore une fois, mais d'une manière un petit peu différente, tournée autour des actes de foi, avec les dés de miracle qui seront toujours là évidemment. On nous présente donc la règle d'armée acte de foi des sœurs de bataille, avec la description de comment gagner des dés de miracle. Donc comment gagner des dés de miracle en V10, donc au début de chaque tour, le vôtre ou celui de votre adversaire, et chaque fois que vous avez une unité sœur de bataille de votre armée qui est détruite. Évidemment, ce ne seront pas les seuls moyens d'en gagner, mais ce seront les moyens, on va dire principaux quand même, de gagner des dés de miracle. Donc on nous explique qu'évidemment vous allez lancer un D6, vous gardez la valeur en dés de miracle, qui ne pourra pas être changé ou relancé à moins qu'un stratagème spécifique, enfin qu'une règle spécifique le précise. On verra qu'il y en a, et il y en aura. Ouais. Et que donc, vous allez vous faire comme avant votre petit pool de dés de miracle pour botter le cul de votre adversaire. Voilà. Yes. Je dis ça avec une certaine haine viscérale pour mon ami en face de moi. Une haine viscérale, mais c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte de porter plainte. C'est un truc anti-vioc. Ouais. Alors, bon, c'est vrai que les dés de miracle, ils ont pas mal bougé entre les versions. Des fois c'était 1, des fois c'était 1 par round. Après c'était 1 par tour. Blablabla. Bon, là ça semble être un peu plus clair. C'est 1 par tour. Et on peut en utiliser 1 par phase. C'est ça? Oui, on pourra en utiliser un acte de foi par phase. Ouais. Voilà. On verra que certaines choses pourront changer ça, mais pour l'instant c'est 1 par phase. Ouais. Donc on nous explique qu'on pourra utiliser les actes de foi sur 7 caractéristiques différentes. Donc les jets d'advance, les tests battle shock, les jets de charge, les jets de dommage, les jets de touche, les jets de sauvegarde et les jets de blessure. Yes. Ça, c'était déjà un peu le cas. C'était déjà le cas avant, mais là au moins, c'est précisé tout de suite, vraiment. Il n'y a pas de lézard. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que par contre, gros changement, on ne pourra utiliser qu'un seul dé et pas deux, et pas plusieurs. Oui, c'est très important. C'est fini la petite blague du double 6 qu'on a gardé pour faire une charge à 12. Là, c'est mort. C'est comme pour les Eldar, c'est un dé à chaque fois. Enfin, comme pour les Eldar en V9, attention, les Eldar, ça a changé aussi. Donc voilà, donc là on est vraiment sur... Vous voulez faire un jet de charge, vous voulez faire un acte de foi, vous serez quand même obligé de lancer un dé sur les deux. Donc,
attention à bien placer ses actes de foi. Non, mais c'est important parce qu'on est dans une logique de cette V9 où on est dans les réactions, où on peut réagir. Donc là, ça aurait été un trou encore... Enfin, ça aurait été contre la logique de la V9. Je rappelle que de ce qu'on sait des stratagèmes, il y aura énormément de stratagèmes qui seront des systèmes de réaction, notamment à la frappe en profondeur. Il y aura des réactions de tir à la frappe en profondeur. Il y aura des réactions de frappe à des frappes. C'est un truc de fou. On pourra frapper pendant le tour adverse. En gros, hein. On pourra faire des déploiements d'armée pendant le tour adverse. Je trouve ça génial. Ouais, mais et puis ça redynamise un peu ça dynamise un peu l'aspect vieux jeu où c'est vraiment du tour par tour. Beaucoup de gens s'en plaignaient qu'ils aimeraient bien passer sur du alterné, de l'alterné. Finalement, donc c'est pas de l'alterné, mais les règles font que tu as plein de réactions à ce que fait l'adversaire. Plus qu'avant encore, parce que déjà avant on avait les stratagèmes, mais c'est vrai que c'était devenu un peu too much pour certaines choses. Ouais. Donc là on a ça va être sous des formes différentes et c'est plutôt agréable. Une autre chose qu'on nous dit aussi sur ces dés de miracle, c'est qu'ils compteront pour des jets non modifiés. C'est-à-dire qu'un dé de miracle à 6 comptera pour un jet non modifié à 6. Yes. Ce qui veut dire que ça déclenchera les critiques et voilà. ainsi de suite et ainsi de suite. Ouais, tout à fait. Et donc ça c'est quand même intéressant qu'il le notifie, puisqu'avant on savait pas trop si c'était un jet non modifié ou pas. Hein. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est toujours bien que ce soit le plus clair possible. Ouais. Alors, l'arrêt de détachement, donc détachement ici c'est the blood of martyrs, donc le sang des martyrs. Chaque fois qu'une figurine sœur de bataille de votre armée effectue une attaque, ajoutez 1 au jet de touche si le modèle de cette unité, enfin si une unité de cette figurine est en dessous de sa force de départ, et vous ajoutez 1 au jet de blessure s'il est en dessous de la moitié de sa force de départ. C'est génial, c'est une super bonne règle. Enfin, je trouve que c'est une règle qui sied particulièrement aux sœurs de bataille. C'est-à-dire le côté, on perd une sœur, on est à la moitié et quelque part, plus ça va, plus la foi en l'empereur est présente et donc plus le côté martyr et plus tout ça et donc en fait on devient elles deviennent frénétiques, enfin quelque part elles deviennent possédées quelque part dans le bon sens du terme pour elles en tout cas. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant la manière dont c'est et elles deviennent potentiellement des saintes et donc elles vont en fait être boostées à ce moment-là. Elles vont avoir en gros leur moment de gloire. Absolument. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elles peuvent perdre espoir, elles vont quand même avoir leur élan de bravoure et de glorification de l'empereur. C'est beau ce que tu dis, Volker. C'est beau ce que je dis, mais tu me connais, moi j'adore le lore et quand je vois des règles qui tapent dans le lore directement, enfin j'adore. Même si derrière sur table on pourra peut-être se dire ouais finalement c'est pas si fort, quoique on verra après que y a un stratagème qui est plutôt intéressant. Moi j'aime bien parce que ça donne une vraie ADN à l'armée, une vraie vie en fait. Ouais, c'est excellent. T'as pas juste des morceaux de plastique quoi, t'as des sœurs de bataille quoi, et ça c'est cool. Il précise donc encore une fois que une figurine, enfin une unité qui commence à une force de 1, bah il faut qu'elle ait perdu au moins un point de vie pour être en dessous de sa force. C'est pas précisé. Alors quand tu dis force de 1, ça veut dire le nombre de points de vie en fait. Non, force de 1 c'est le nombre de figurines, le nombre de modèles dans l'unité. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc par exemple, un capitaine Space Marine, bah il a une force de départ de 1. Bon, bah il faut qu'il perde un point de vie pour être en dessous de sa force de départ. Oui, d'accord, oui, on dit pas la même chose, mais j'avais compris comme ça. Oui, d'accord. C'est ça. Et on précise pas, mais je suppose que s'il a moins de la moitié de ses points de vie, il sera en dessous de sa demi-force. Oui, je pense que c'est ça aussi. D'ailleurs, il nous parle de Sainte Célestine juste après, c'est rigolo. En disant que si elle perd une Germinae, elle aura plus 1 pour toucher. Et si elle perd ses 2 Germinae, elle aura plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais oui, mais c'est normal, c'est la fille. C'est normal. C'est ça, c'est la sainteté. C'est la sainte de l'empereur en même temps. Alors, on va nous parler ensuite du triomphe de Sainte Catherine, qui est donc qui va être le même genre de personnage que
Eh ben, en fait, même pas tant que ça, en fait. Ils Non, vont être un peu le même genre de c'est un personnage que Julie. Ouais, c'est un épique héros. Ça, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, tu peux en avoir qu'un. Il est nommé, blablabla, blablabla. C'est un truc, voilà. Et on avait pensé que le lion, Gulliman, blablabla, ou Bellacore, ils seraient tous sur les mêmes modes de fonctionnement. Et là, on s'aperçoit que non. Et je trouve ça super. Parce que on est sur une logique de reliquaire. Et là, il a le mot-clé leader. Enfin, le triomphe de Sainte-Catherine. Elles ont le mot-clé leader. Et on va pouvoir les intégrer à des unités. Et on imagine donc sans peine. D'ailleurs, ça expliquera un petit peu ce que ça fait pour l'Astra Militarum aussi. Mais donc là, on va avoir le reliquaire et on va avoir toutes les sœurs si on a une unité de 10 par exemple, qui va être autour et qui va lui servir de bodyguard aussi. C'est ça. Mais qui va être boosté par elle. Alors après, ça... Évidemment, ça veut dire que il va y avoir des petites logiques d'aura qui vont peut-être être un petit peu compliquées à calculer et tout, mais c'est super intéressant parce que sur table, autant avant le triomphe de Sainte-Catherine, franchement, on avait l'impression d'un truc qui se baladait sur table, on comprenait pas ce qui se passait, quoi. Alors que là, on est dans la logique de la cloche hurlante des Skaven, c'est-à-dire qu'il y a tout plein de Skaven qui la poussent autour, et ça a du sens, quoi. C'est dur quand même de les comparer aux Skaven. C'est notre premier truc qui m'est venu. Après, il y a le reliquaire Après, si tu veux, tu as le reliquaire des Bretoniens avec tous les autres qui sont autour. Voilà, tu préfères? Ouais, ok. Merci, empereur. Je vous en prie, cher ami, je vous en prie. On va s'y attaquer. Un triomphe de Sainte-Catherine, donc 6 pas de mouvement, endurance de 3, c'est normal, c'est des sœurs. Sauvegarde à 3+, quand même, par contre. 18 points de vie, commandement à 6+, et objectif contrôle 6. On passe rapidement sur les armes, puisque c'est pas... Il y a beaucoup d'attaques de mêlée et quelques tirs du pistolet, mais c'est vraiment pas là qu'on va la retrouver, le triomphe de Sainte-Catherine. Les capacités, donc leader, donc on en a parlé, elle sera intégrable dans une unité, dans une autre unité comme des sœurs de bataille de base. Et elle aura la capacité, donc relique des matriarches, qui fonctionnera un peu dans le même style que les capacités de Gulliman et de Bellacore, sauf que là, au lieu de choisir une sur 3, on choisira 2 reliques sur 6. Avant que tu nous énumères les reliques, on va tout de suite dire que elle a une sauvegarde invulnérable à 4 quand même, et que les melee weapons sont pas si mal, parce que c'est quand même 18 attaques, 2+, force 5, PA-2 dégâts. Quand même, c'est pas trop mal. Elles sont... C'est pas trop mal. Ça peut châtier du plébéien là, qui vient nous emmerder, là, quand même. Oui. S'ils veulent s'approcher, ils vont prendre quand même un peu cher. Alors donc... Shame. Shame. Donc là, si tu voulais bien nous parler des reliques du matriarche. Bien sûr. On commence avec la première relique qui est donc The Fiery Heart, qui va permettre aux unités sœurs de bataille qui sont dans les 6 pas de cette figurine, et bien de cette figurine, probablement pas de l'unité dans laquelle elle est intégrée. Absolument. Si cette unité est détruite, le dé de miracle qui sera généré sera automatiquement un 6. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas mal. Mais on verra que comme on peut en prendre 2, finalement, on choisit... les 2 capacités sont quand même très intéressantes. Ensuite, on aura le simulacre du suaire d'argent. Oh. Et oui. J'ai quand même quelques traductions. Les unités sœurs de bataille amies à 6 pas de cette figurine auront plus une attaque sur leurs armes à tir rapide. Ça c'est pas mal parce que c'est quand même du bolter qui va se retrouver. Donc aujourd'hui du bolter tir rapide 1, là on va dessus du tir rapide 2. C'est pas mal. On est sur la même logique. On est sur la même logique que premier rang feu ou deuxième rang feu des Cadiens. Voilà, exactement. Sauf que là, on est avec de la force 4, c'est quand même un petit peu moins pourri. Ensuite, donc on aura l'encensoir de la rose sacrée. Une unité sœur de bataille à 6 pas de cette figurine aura un commandement, enfin aura +1 à son commandement. Voilà. Bon, ça c'est cool. Hop. Parce que on rappelle que les sœurs de bataille
Ah oui, enfin, important, on le verra, ouais, on le verra après, mais les sœurs de bataille ont un commandement qui est inférieur à celui des Space Marines. Ouais. Ça prouve bien qu'ils ne connaîtront pas la peur, c'est peut-être plus une règle, mais c'est prégnant dans le jeu, et elles ont un commandement à 7. Donc la même chose qu'un Cadien, quoi. Je trouve ça d'ailleurs un peu... Alors on a vu les troupes de choc cadiennes, hein. Ça se trouve les Cadiens de base ou les troupes de base auront 8. Hein. On passe maintenant à l'icône du cœur valeureux. Ouais, donc l'icône du cœur valeureux donnera un Philopine à 6 à 6 pas autour de cette figurine. C'est pas mal. Voilà, pas mal. Ensuite, le simulacrum du calice d'ébène donnera aux unités sœurs de bataille à 6 pas de cette figurine la possibilité de faire autant d'actes de foi par phase qu'elles veulent. Alors ça c'est pété. Ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Mais ça nous donne aussi des informations sur ce que seront peut-être les différentes foi militantes là. Oui, complètement. Pour moi, c'est complètement des indices sur ce que seront les différents ordres des sorts de bataille, effectivement. Ouais, tout à fait. Et enfin, on termine par la dernière relique, donc les pétales de la rose sanglante, qui donnera aux unités sœurs de bataille à 6 pas de cette figurine Lethal Hits aux armes de mêlée. Donc blesse auto. Blesse auto sur du 6. Voilà. Aux armes de mêlée. Donc ça se cumule pas avec le simulacrum, malheureusement, qui donne plus une attaque en rapid fire. Mais bon. Oui. Bon. C'est pas mal. Je trouve pas ça ouf dingue. Après, si ça peut permettre que le triomphe de Sainte-Catherine soit pas un truc qui coûte trop cher et qu'on voit... Voilà, c'est... J'aime bien l'idée. Après, il y a quand même des trucs qui sont intéressants. Hein. Moi, je trouve que le calice d'ébène est quand même assez fort quand tu es en milieu de partie et que tu as encore beaucoup de dés de miracle. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu vas pouvoir choisir à chaque round de bataille quelle est la relique qui te sied le mieux. Absolument. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et un autre truc qui est intéressant, c'est son profil dégressif. Ah oui, parce que c'est un bon mécanisme, ça, effectivement. Ouais. Donc, s'il lui reste entre 1 et 5 points de vie, et là, c'est ultra logique, c'est trop bien. Vous divisez par 2 le nombre d'attaques de cette figurine pour ses armes. Et vous ne pourrez plus utiliser qu'une seule relique à chaque fois. Ouais, c'est surtout ça qui est... Ouais, tout à fait. En fait, juste, il y a moins de monde. Voilà. Le pénitent pourra le passer. Le pénitent le passe. C'est ça. Alors, en parlant de pénitence, on va passer au Battle Sister Squad. Donc, les sœurs de bataille, les escouades de sœurs de bataille, pardon. Alors, on a noté mouvement 6. Donc force 3, sauvegarde à 3+, donc rien de nouveau sous le soleil, 1 point de vie, là encore rien de nouveau sous le soleil, commandement 7+, donc là moins bien qu'un Space Marine. Ouais. 2 en objectif... Rôle, c'est de la troupe, là ouais. C'est logique, voilà. Pas de changement au niveau des armes, si ce n'est que le multi-melta, c'est 18 pas maintenant. Ouais. Voilà. C'est fini la rigolade à 24 pas. C'est clair. Et pas trop de changements de ce côté-là. En revanche, l'artificier Crafted Storm Bolter, c'est-à-dire je pense que ça doit remplacer maintenant l'espèce d'arbalète là qui servait à rien et qui avait sur les figurines, qui était super classe mais qui était pourri. Là, du coup, c'est 2 attaques, 3+ pour blesser, force 4, mais dégâts 2. Donc intéressant. Ils ont bien sûr acte de foi. Bien sûr, évidemment, acte de foi. Ils ont aussi le chérubin, donc qui revient, le chérubin, qui va être intéressant aussi, parce qu'une fois par bataille, si cette unité vient de faire un acte de foi, vous pouvez retirer le chérubin pour gagner un dé de miracle. Un petit acte de foi gratuit. Ouais, c'est ça. Il y aura juste la valeur qui va potentiellement changer. La règle que je trouve vraiment top, c'est les défenseurs de la foi. Oui, défenseurs de la foi, donc en fait ça va tout simplement dire que à la fin de votre phase de commandement, vous allez compter le nombre d'objectifs que vous contrôlez et qui sont à portée d'une unité qui possède cette règle, par exemple des sorts de bataille.
Et pour chacun de ces objectifs, vous allez gagner un dé de miracle. Mais ça c'est top. Parce qu'on retrouve cette logique de je contrôle la map. Et là pour le coup j'ai mes sœurs de bataille, mes petites sœurs de bataille là qui sont dans la foi de l'empereur autour du truc. Et du coup je regagne un dé de miracle. C'est vraiment bien. Et ça c'est top. Et j'ai même envie, alors juste petite précision, on parle bien de un dé de miracle par objectif, pas par unité qui contrôle. Tout à fait, mais par objectif, ça peut vite monter. Hein. Tu prends les deux cas chez toi, si t'as... Oui, bien sûr. C'est vraiment bien, quoi. Déjà, rien que 2 dés de miracle en plus par tour. Et alors, le simulacrum impérialis. Ouais. Alors, simulacrum impérialis, chaque fois que cette unité détruit une unité adverse, vous gagnez un dé de miracle. Donc là, si vous équipez le simulacrum, encore une possibilité supplémentaire de gagner des dés de miracle. Et l'invulnérable à 6, donc le bouclier de la foi, qui n'est maintenant plus une règle à part, un stackage de machin qu'il fallait pas oublier et qu'on oubliait parfois. Et là, on a l'invulnérable à 6, marqué sur la data slate de la figurine, donc on sait que les sœurs de bataille ont une invulnérable à 6. Et comme ça, c'est pas ah oui, j'ai bouclier de la foi, oui, tu l'as pas, machin, truc bidule, là, ils l'ont. C'est ça. Alors, on va pouvoir... Pardon, excuse-moi, vas-y. Je t'en prie, vas-y. Eh bien, très bien, j'enchaîne sur les présentations de certaines armes. Donc là, on va avoir la présentation de la capacité tir indirect avec l'exorciste. L'exorciste qui était un de mes némésis, honnêtement, contre tes sœurs de bataille quand on jouait mes nécrons. Non, c'est vrai. Oui, peut-être, mais c'est juste la figurine la plus chiante à peindre après le Eldrake, c'est tout. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Elle est sur le podium, c'est tout. Ah ouais, non, mais puis elle est proche, hein. Ah ouais, elle se rapproche. Non, c'est clair. Non, après, elle est très belle, comme le Eldrake d'ailleurs, mais alors, il y a tellement de détails, des machins, des bidules, bon, bref. Mais parlons. On en peint une et puis c'est tout, quoi. Bah, le problème, c'est que... Voilà. C'est efficace quand il y en a plusieurs. Mais bon, moi j'en ai peint une, je pense que c'est bon, hein, ça me suffit. Alors, l'exorciste, il a la conflagration rockets. Donc les roquettes effectivement de conflagration, qui aura donc 4 capacités qui seront blast, lourd, ignore cover, ça c'est pas mal, et tir indirect. Donc 36 pas, 3d6 attaque, 3 plus pour toucher, force 5, pas de PA, dégâts 1. Alors quand on lit ça, quand on lit juste les caractéristiques, on se dit c'est pas fou monsieur. C'est pas fou. Mais on va voir que quand on va lire la règle mais ça touche quand même sur du 2 si ça n'a pas bougé. Oui, évidemment. Mais on se dit c'est pas fou par rapport au lance-missile. Le lance-missile c'est quand même 36 pas de portée pareil, D6 plus 2 donc quand même plus stable. Et 3 pour toucher, donc 2 évidemment si on n'a pas bougé. Force 10, PA-, force 10, PA-2, dégâts 6. Dégâts D6. Dégâts D6, pardon. Excuse-moi, dégâts D6, t'as raison. Oui. Mais j'essaierai d'être précis, monsieur Volker. Et évidemment. Mais quand même PA-2. Sachant qu'il y a aussi donc on parlait aussi de la règle lourd, et là pareil il va toucher sur de plus, pareil il pourra tirer en tir indirect. Donc on se dit, attends, c'est quoi l'intérêt de la première arme? Alors on va vous expliquer. Alors le tir indirect, donc ils expliquent évidemment que permet de tirer sur des figurines qu'on ne voit pas. On est alors effectivement en tir indirect. Et là on aura -1 pour toucher. Et les cibles auront le bénéfice du couvert. Toutes les figurines qu'on ne voit pas auront le bénéfice du couvert. Donc intéressant. Du coup ça donne de l'intérêt à ces deux armes, en espérant que pour certaines armées on pourra donner la visibilité avec du ciblage, donc Land Speeder, les cibles ortho, il y a plein d'armées qui peuvent faire ça dans leur ADN, l'Astra, et on espère avec peut-être les Sentinelles effectivement. On parlait en off des sœurs de bataille qui pourraient l'avoir. Moi je suis pas hyper fan au niveau du lore parce que c'est vraiment pas leur façon de combattre, mais pourquoi pas. Oui, tu disais à juste titre que les sœurs de bataille ont plutôt ce côté médiéval, très marteau de l'empereur pour le dire aussi dans leur genre. Là, donc oui, c'est ça, très marche inquisitoriale. Catapulte dans le château. De quoi? L'épisode de Camelot où le mec il met la catapulte dans le château mais il tire pas au-dessus du mur quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, évidemment que je l'ai. Alors, on va maintenant passer à Morvenval, hein, parce que tiens, un haut seigneur de Terra, ça fait tout chaud plaisir. Oui, Morvenval qui était certainement l'une des figurines les plus détestées par ses adversaires.
Ouais. Hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir parce qu'elle était vraiment très forte, surtout en comparaison d'un Gulliman par exemple, ça faisait mal au cœur. Ouais, ça faisait mal au cœur. Là, donc on nous présente juste ses armes qui pour le coup ne semblent pas si pétées que ça, qui semblent à la hauteur, moi je trouve qu'elles semblent à la hauteur de ce qu'elle est finalement. On a donc la lance de l'illumination qui pourra frapper toujours en 2 profils, hein, c'est très courant sur ces persos-là. Hein. Donc qui aura Devastating Wounds, donc des blessures mortelles sur du critique, 5 attaques, touche sur du 2+, force 8, PA-2, dégâts 3 monsieur. C'est sympathique, c'est pour tuer du perso, c'est sympathique. Donc, ouais, c'est sympathique, ça fait pas toujours rigoler quand même. Mais là où ils ont été malins, c'est qu'ils n'ont pas mis cette règle quand tu frappes en balayage. Ouais. Là, t'as 10 attaques, force, enfin touche à 2+, force 5, PA-1, dégâts 1. PA-1 dégâts 1, ouais, c'est pas mal hein, sur de l'orque, sauf s'ils ont changé de profil. Et on espère qu'ils auront changé de profil, parce que des orques à 1 point de vie, même s'ils ont endurance 5, je trouve que c'est... je préfère les voir. Enfin, franchement, les orques en V9, il n'y a rien qui va. Faut quand même dire ce qui est, il n'y a rien qui va. Ils ont plus de Daka, ils ont une endurance de 5, mais ils n'ont pas de sauvegarde, alors que ce qu'on voudrait, c'est qu'ils aient une régène. Ça aurait été vachement fluff. Oui, enfin, il n'y a rien qui va chez eux, quoi. Autre chose à dire sur Morvenval, moi je la trouve plus calibrée au nombre de ses armes, après voir ce qu'elle fera, si c'est toujours un personnage buffer ou pas. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai pour le coup. Moi, je la vois aussi comme un totem. Là, on voit que ses armes de mêlée, mais on sait qu'elle a des armes de tir. On verra ce qu'elle fait. Est-ce que elle sera surpétée ou pas? Pour moi, ses armes de mêlée sont pas surpétées. Pour moi, elles sont à la hauteur de ce qu'elle est, quoi. C'est quand même un haut seigneur de terrain. Bah ouais. Voilà. Carrément. De toute façon, on n'est pas sur du Gulliman ou du Be'lakor. Et oui, si on y était, ça n'irait pas. Il y a un truc qui n'irait pas. On est bien d'accord. Merde, c'est un Primarque, merde. Merde. Alors. Et attends, parce que les Sistas, là, on parle des Sistas. Et si on parlait de leur stratagème, parce que on parlait de la règle qui disait que quand elles étaient en dessous de leur force, elles avaient +1, et quand elles étaient en dessous de la demi-force, elles avaient +1 aussi pour blesser. Donc pour toucher et pour blesser. On se dit, ok, c'est fluff. Est-ce que c'est vraiment faisable sur table? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Et ben voilà, vous avez ça qui est vraiment intéressant, parce que là, vous allez pouvoir vous en servir tout de suite. Quand votre adversaire vient de finir une de ses phases d'attaque avec une de ses figurines, enfin une de ses unités, vous ciblez une unité sœur de bataille pour un point de commandement qui vient de recevoir ses attaques et qui a eu au moins une figurine détruite à l'issue de ses attaques. Dans la foulée, tout de suite, vous pouvez effectuer un tir comme si c'était votre phase de tir en ciblant l'unité qui vient de vous cibler. C'est génial. Sachant que c'est activable uniquement si vous avez perdu une figurine, donc vous êtes de toute façon en dessous de votre force de départ. Donc +1 pour toucher. Yes. Et donc potentiellement +1 pour blesser si jamais vous êtes en dessous de la demi-force. Mais là, c'est déjà la débandade là, monsieur. Ouais, pas tant que ça, parce qu'on rappelle qu'on va tirer pendant la phase de tir adverse. Et oui, et c'est ça qui est intéressant. C'est ça, on parlait tout à l'heure de réaction. Donc voilà, je veux dire, si le mec il te wipe pas et que t'as des rétributors, tu vas quand même prendre 2 coups de multifuseur dans les chicots par exemple. Ouais, 2 coups de multifuseur, 2 coups de bolter lourd, 2 coups de lance-flamme, imagine des lance-flammes. 2 coups de lance-flamme, ouais, clairement. Non, mais c'est pas anodin. Et je rappelle aussi que faut pas s'attendre, parce que des fois là on voit dans les faction focus un petit stratagème et on se dit « Oh mais il y en aura d'autres ». Attention, il y a 6 stratagèmes par faction. Hein. Alors, en fait, si j'ai bien compris, ce sera 6 stratagèmes par construction dans ta faction. Tu auras débloqué 6 stratagèmes. Il peut y en avoir plus, mais dans ta fiche d'armée, il n'y en aura que 6 qui seront donnés par ta construction de liste, si j'ai bien compris, c'est ça hein? Moi j'ai compris que c'était 6, mais oui, effectivement, qui seront en rapport avec... avec ta faction, peut-être avec ton détachement. Oui, c'est ça, oui. Bah, c'est-à-dire que quand tu mettras un autre détachement, tu auras peut-être d'autres stratagèmes qui... Oui, effectivement. Mais peut-être. Honnêtement, moins il y en a, mais on se porte. Il y en a 12 de base, c'est très bien. Voilà. Il y en a 6 qui seront pour toutes les armées. 6
pour donner une personnalité à l'armée, je pense que ça suffit largement. Voilà. Ah, on est tout à fait d'accord. Ça, plus les règles spéciales. Attends, il n'y a pas besoin d'en avoir des paquets de sons. Non, bien sûr. Bien sûr, heureusement. Moi, je dis simplement que c'est potentiellement, moi, c'est ce que j'avais compris en tout cas dans ce qu'il disait, c'est que ta construction d'armée te donne 6 stratagèmes en plus pour ton armée, mais que c'était pas interdit, qu'il y en ait plus que ça qui existe, je veux dire. Oui, tout à fait. Mais voilà. Bon. Espérons que ce sera pas quand même trop ça. Enfin, on arrive à la fin de cette review sur la Sista. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, en fait, ce que j'en pense, c'est que encore une fois, on a une armée qui est basée sur tu veux tes bonus, prends les points. Encore une fois, tu veux tes bonus, prends les points. Tu veux une armée qui a une vraie identité, pas de problème, t'as des règles qui vont avec. Oh, franchement, les Sista, c'est une armée que j'aime bien, que j'ai bien toujours aimé affronter parce que bah même s'il y a des moments c'était un peu pété. Ok, d'accord, mais c'est quand même une armée qui a toujours eu une certaine âme, et je trouve qu'elle l'a pas perdu là. Là, elle l'a pas perdu, hein, franchement. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que tu fais une bonne analyse. C'est difficile, c'est une armée qui est arrivée à V8. Elle a changé assez rapidement de codex, elle passe V9. En perdant des trucs, en gagnant des trucs, bon voilà. Là, ça me semble intéressant, et comme je le disais, par rapport à des choses comme le Sainte-Catherine, je trouve que c'est pas mal. Effectivement, il y a un côté héroïque et le retour de la sœur de bataille dans son unité de base, je trouve ça intéressant parce que du coup, on va retrouver des unités comme ça et ce sera pas forcément une taxe qu'on paye pour pouvoir mettre des rétributeurs, des dominions, des machins, des trucs, des bidules. Bien sûr. Non, là, on va pouvoir les jouer et elles auront leur intérêt sur table pour justement faire popper ces points de foi. Et ces fameux dés de miracle. Et non, moi je trouve que, en tout cas, sur les faction focus qu'on voit, pour l'instant, c'est vraiment des bonnes choses qui sortent, des trucs qui sont logiques. Et alors, ça n'engage que moi ce que je dis. J'espère que le codex en lui-même de chaque faction sera tourné comme ça. C'est-à-dire vraiment on va pas avoir, on en aura forcément. Hein, on va pas se mentir, il y a toujours des trucs qui passent à la trappe. On aura forcément des unités qui seront surpétées, qu'on va se plaindre mais c'est beaucoup trop fort, ou alors juste elle sert à rien. Voilà, il y en aura. Mais si la majorité de chaque codex est dans cette veine-là, franchement, je pense qu'on pourra pas se plaindre, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est la fin de ce Faction Focus numéro 2. Cette review des Faction Focus qu'on essaye de vous montrer avec notre petit œil, notre petite patte. On se retrouve très bientôt avec Volkern, donc merci beaucoup à toi Volkern d'ailleurs pour le Faction Focus numéro 3. On essaye de vous distiller ça et de prendre un petit peu de recul et puis de recroiser les informations aussi avec certaines règles, on n'a pas encore tout, mais on se dit tiens, là il parle de psychique, ça va faire ci, là il parle de ceci, ça risque de faire ça, et de vous donner un petit peu notre avis là-dessus, même si bien sûr nous n'avons pas la science infuse et nous saurons tout autour du 16 ou du 24 juin. Donc on se retrouve très bientôt pour un Faction Focus numéro 3 et d'ici là, d'abord merci beaucoup Volkern et d'ici là n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien. La chagate n'est rien.